Bon, c'est bien gentil le pilou-pilou, mais il va quand même falloir que je change ma chaudière fuel. Je pense que je vais mettre en place une pompe à chaleur. Mais j'y connais rien du tout. Si seulement je pouvais avoir un expert en Pac, un genre de Pac-Man. I'm a Pac-Man, top 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 pop, top 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 pop. Bon, ok, je suis pas vraiment un Pac-Man. Par contre, je travaille à l'ALEC et je peux te donner des conseils gratuits sur la pompe à chaleur et sur comment ça fonctionne. Ça t'intéresse? Ah bah super. Donc la pompe à chaleur est constituée de plusieurs organes à travers lesquels on va faire circuler un fluide frigorigène. C'est ce fluide frigorigène qui va se transformer en passant de l'état liquide à gazeux et c'est ces transformations donc, qui vont permettre de récupérer les calories du milieu naturel et de les transmettre aux émetteurs de chaleur dans le logement. Ok, je vois à peu près le principe, c'est comme un frigo au final. C'est exactement ça. Et du coup, c'est performant comme système? C'est un système qui peut être très performant, mais dans des bonnes conditions d'installation, où on va effectivement récupérer les calories gratuites d'un milieu naturel. Ah ouais, donc je vais avoir un chauffage gratuit. Alors non, ce ne sera pas complètement gratuit, puisque pour fonctionner, la pompe à chaleur, et particulièrement le compresseur, va consommer de l'électricité. Ouais, mais on va quand même consommer beaucoup moins d'énergie que ce que va produire la PAC. J'ai entendu dire qu'on pouvait diviser ces consommations par 4. Alors oui, c'est possible, mais ça va beaucoup dépendre du COP. Non, pas celui-là. Le COP, c'est le coefficient de performance. C'est le rapport entre ce que consomme le compresseur comme électricité et ce qu'il va produire comme énergie. Donc un COP de 4, par exemple, signifie que pour 1 kWh d'électricité consommée, on va avoir 4 kWh de chauffage. Eh ben c'est génial ça. Donc il suffit que je regarde le COP, je prends le meilleur, j'ai un chauffage ultra performant. Merci, bonsoir. Alors c'est pas si simple que ça, parce que pour un même modèle de pompe à chaleur, on va avoir un COP qui va varier. Donc pour s'intéresser à la performance d'une pompe à chaleur, il faut connaître ce qui fait varier ce COP. Qu'est-ce qui fait que le COP est plus ou moins bon? Et c'est quoi? La première chose qui va impacter le COP, c'est la température du milieu dans lequel on va récupérer les calories. S'il fait trop froid dans ce milieu, on va avoir peu de calories et donc le COP va diminuer. C'est ce qui peut arriver particulièrement avec l'aérothermie. Lorsqu'il y a une température trop basse, il y a peu de calories dans l'air et donc on va avoir un COP qui va diminuer. Et du coup, la facture risque d'être élevée. C'est ça, puisque la pompe à chaleur va consommer beaucoup plus d'électricité pour produire la même quantité de chaleur. Ah mais c'est pour ça que la géothermie est plus performante que l'aérothermie. Et oui, puisque la température du sol reste globalement assez stable, peu importe la température de l'air extérieur, et donc offre toujours la même quantité de calories, et donc la même performance au niveau du COP. Ok, mais en Bretagne, les températures extérieures ne descendent pas énormément, même en hiver. Donc on n'a pas trop ce problème, non? C'est vrai que c'est un problème un peu moins impactant quand on a des températures qui ne descendent pas trop en hiver. Ok, donc je peux y aller, j'installe une PAC. Et non, il y a aussi quelque chose de très important qui joue sur le COP et qu'on oublie malheureusement trop souvent, c'est la température qui va être produite par la pompe à chaleur. Le COP est très performant quand on a une pompe à chaleur qui fonctionne en basse température, à 35 degrés par exemple avec un plancher chauffant, mais on va avoir un COP beaucoup plus bas lorsqu'on est en fonctionnement en haute température, à 55 degrés. Là, on va avoir une consommation beaucoup plus importante d'électricité et on peut avoir aussi un vieillissement prématuré du système qui va globalement trop tourner. Ok, donc il faut que je précise que je veux une PAC basse température en remplacement de ma vieille chaudière fuel. Malheureusement, ce n'est pas si simple que ça. Comment ça? Pour faire fonctionner une pompe à chaleur en basse température, il faut être certain que le logement soit adapté. Il faut regarder le niveau d'isolation du logement, donc les besoins de chauffage qui vont être liés à ce niveau d'isolation, et aussi le dimensionnement des radiateurs. Est-ce que les radiateurs sont dimensionnés pour fonctionner en basse température ou pas? Si ce n'est pas le cas et qu'on a un niveau d'isolation faible et qu'on ne va pas changer cette isolation, on va se retrouver avec des radiateurs soit qui ne vont pas être assez chauds, donc on ne va pas être en situation de confort, soit avec des radiateurs qu'on va devoir faire fonctionner obligatoirement en haute température et donc avec les problématiques de consommation d'énergie et de vieillissement du matériel qui vont apparaître. Ah mais du coup, comment on fait pour être sûr que la pompe à chaleur soit adaptée à notre logement? Le mieux, c'est de faire réaliser une étude de dimensionnement du système de chauffage et des émetteurs pour savoir s'ils vont être adaptés au niveau d'isolation du logement en basse température. Et pour ça, le mieux, c'est de faire appel à un bureau d'études thermiques qui va être indépendant de l'installateur de la pompe à chaleur. Eh ben, ça en fait des choses à savoir. Et encore, on n'a pas parlé du ballon tampon, de la régulation, du système inverteur et de l'importance de vérifier que le réseau électrique soit suffisamment bien dimensionné et la puissance suffisante pour installer une pompe à chaleur dans votre logement. Voilà, doucement, ça devient un peu trop compliqué là. Oui, c'est vrai que tout ça est un peu compliqué, donc je m'arrête là puisqu'on a vraiment abordé les points les plus importants à retenir pour l'installation d'une pompe à chaleur.
Donc si j'essaye de résumer, la pompe à chaleur, c'est un système qui peut être très performant dans des bonnes conditions d'installation, mais c'est pas le système miracle en remplacement de sa vieille chaudière fuel comme on peut nous le présenter. Il faut être sûr que le système soit adapté au niveau d'isolation et au dimensionnement des radiateurs, et pour ça, le mieux, c'est de faire d'abord une étude thermique qui est réalisée par un indépendant, donc un bureau d'études thermiques et non pas par l'installateur. C'est ça ? C'est parfait, mais le plus simple, c'est encore de contacter l'ALEC, aux coordonnées qui s'affichent ici, pour avoir un conseil neutre et gratuit et un accompagnement dans votre projet d'installation d'une pompe à chaleur. Il faudra nous contacter avant d'avoir signé vos devis et surtout éviter toutes les offres qui vous font croire à des packs au rabais avec un financement quasiment à 100% et qui sont souvent liés à du démarchage. En tout cas, ce qui est sûr avec la PAC, c'est qu'au niveau de l'environnement, c'est un système ultra propre. Elle a des avantages environnementaux, effectivement, mais elle est loin d'être irréprochable. Elle consomme de l'électricité, et donc en France, c'est essentiellement une production d'énergie nucléaire qui a des impacts environnementaux très importants, même s'ils ne sont pas liés aux émissions de gaz à effet de serre. En Bretagne tout particulièrement, ça pose la question de surcharger le réseau électrique. Si demain on changeait toutes les chaudières fuel par des pompes à chaleur, on aurait un réseau électrique qui serait trop faible. Et pour finir, les fluides frigorigènes qui sont utilisés dans une pompe à chaleur participent à l'augmentation de l'effet de serre. Le mieux pour un chauffage économique et écologique, c'est encore de ne pas en avoir besoin. Et pour ça, la priorité, c'est l'isolation et l'étanchéité à l'air de votre bâtiment. Mais ça, on en parlera dans un prochain tuto.